Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux assister à cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte du code source du vaccin de Pfizer-BioNTech. Alors juste avant de commencer cette conférence, je voudrais très rapidement faire un point sur ce dont cette conférence ne va pas parler, histoire que ce soit clair. On ne va pas parler de l'utilité ou de la nécessité de la vaccination, c'est pas du tout l'objet de cette conférence. Et on ne va pas parler non plus de biologie ou de biochimie, ce qui peut un peu surprendre, mais il se trouve que moi à la base je suis développeur spécialisé dans le web, et mon métier c'est de faire des lignes de JavaScript et pas du tout de développer des vaccins. Alors la raison pour laquelle je fais quand même cette conférence, c'est parce qu'au cours des derniers mois j'ai lu beaucoup d'articles, je me suis beaucoup renseigné sur le fonctionnement de nouvelles technologies de vaccination, donc à ARN, dont vous avez pas mal entendu parler. Et il se trouve que j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai décidé d'en faire une conférence pour vous partager un petit peu mes différentes découvertes. Donc ce ne sera pas ultra poussé au niveau biologie, mais vous allez quand même découvrir, j'espère, un certain nombre de choses et vous allez voir à quel point le corps humain peut être magique. Donc pas de biologie, pas de biochimie, mais un tout petit peu quand même, parce qu'il va falloir quand même situer un peu de contexte pour que vous puissiez comprendre exactement le fonctionnement de ce nouveau vaccin. Et donc sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Ce que vous voyez là, c'est la représentation du SARS-CoV-2, c'est le virus à l'origine du Covid-19. C'est une boule avec des pics dessus, ce pic s'appelle la protéine spike, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Et ça fait que ce virus a une forme très reconnaissable à la fois par nous, mais également par notre corps humain. Et donc si on regarde le fonctionnement classique d'un vaccin, jusque-là on prenait généralement un virus de la maladie qu'on souhaitait éradiquer. On désactive ce virus en laboratoire et ensuite on va l'injecter dans le corps humain pour apprendre au corps à se défendre et à reconnaître le nouveau virus pour l'éliminer du corps avant qu'il puisse infecter nos cellules humaines. Si on regarde le fonctionnement d'un vaccin ARN, vous allez voir que c'est totalement différent. Et pour comprendre comment ça marche, on va devoir zoomer un petit peu dans le corps humain. Alors on va devoir zoomer vraiment plus dans le corps humain. Ok, là c'est pas mal. Je vous présente une cellule de corps humain. Il y a plein de choses dans une cellule de corps humain qui sont absolument passionnantes, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser ce sont seulement deux choses. La première, c'est le noyau, qui est situé, donc c'est le numéro 1 sur le schéma, c'est situé au centre de la cellule. Et la deuxième chose, ce sont les ribosomes, c'est le numéro 3 sur ce schéma, et qui sont situés en périphérie donc, du noyau de la cellule. Alors, le noyau, il a une fonction particulière, c'est qu'il contient ce qu'on appelle le génome. Le génome, c'est en fait une partie de votre matériel génétique, donc notamment votre ADN. Et on peut considérer que c'est une sorte de plan de fonctionnement, de fabrication de votre corps. Et de l'autre côté, on a les ribosomes, qui sont des unités de production de protéines, qu'on peut considérer comme des usines de fabrication de protéines, tout simplement. Alors, les ribosomes, pour fabriquer leurs protéines, ils ont besoin d'un plan, et ça tombe bien, puisque ce plan, on l'a donc dans le noyau. Mais on a un premier problème, il se trouve que le noyau, les ribosomes ne sont pas du tout situés dans le noyau, et les ribosomes n'ont absolument pas du tout accès au noyau, et le génome a interdiction de sortir de son noyau, il est vraiment emprisonné dans son noyau. Et donc pour que les ribosomes puissent avoir accès au plan, eh bien ça tombe bien, il y a une molécule qui s'appelle l'acide ribonucléique. C'est un nom un peu barbare. Il se trouve que cette molécule, elle a une fonction, c'est de faire une photocopie du plan qui est dans le noyau et de l'envoyer vers l'usine de fabrication. Donc l'usine ne va jamais utiliser le plan d'origine, elle va toujours utiliser une photocopie. Et cet acide ribonucléique, en réalité, on l'appelle l'ARN messager. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce terme, puisque c'est donc sur ça qu'est fondé le vaccin de Pfizer-BioNTech. C'est un vaccin à ARN messager. Et donc le principe, il est très simple. On prend un plan, on va l'injecter dans un corps humain grâce à un vaccin, pour apprendre au corps à fabriquer une protéine spécifique. Et la protéine qu'on va apprendre au corps à fabriquer dans le cadre de ce vaccin, eh bien c'est justement la protéine spike, puisque c'est cette protéine que l'on veut apprendre à éliminer rapidement, puisque c'est celle qui fait que le virus est facilement reconnaissable. Donc maintenant qu'on a fait ces petits points sur ce petit point biologique, on va pouvoir s'intéresser justement à ce que contient ce fameux plan de ce vaccin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien je vous présente en fait le code source du vaccin. Voilà, vous venez de le voir en intégralité, j'espère que c'était clair pour vous. On va le regarder un petit peu plus en détail bien évidemment, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est relativement court, c'est 4284 caractères, donc ça tiendrait en fait en 16 tweets si jamais vous aviez envie de le tweeter, c'est une information à retenir. Donc c'est en fait relativement court et pourtant ça fait partie, c'est le code source intégral du vaccin. Alors pour comprendre comment fonctionne ce plan, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne l'ADN. L'ADN, vous avez l'habitude de le voir représenté comme ça. Il se trouve qu'en réalité, ça ressemble un petit peu plus à ça, si on regarde de près. Alors n'ayez pas peur, c'est vrai que ça peut faire un peu peur au début de voir toutes ces lettres partout, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc deux brins dans un ADN, et l'ARN, lui, va donc venir faire une photocopie au milieu, et cette photocopie, il l'a fait à partir de seulement 4 lettres. Donc c'est le A, le U, le G et le C. Et c'est uniquement ces 4 lettres-là qui vont fonder le code source. Et finalement, quand on regarde, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait en binaire en informatique. On a toujours du 0 et des 1. Et bien là, dans le système de la vie, on a des A, des U, des G et des C, tout simplement. Et si on regarde donc notre code source, ici on a les 500 premiers caractères du code source. Et on a effectivement donc des G, on a des A, on a des C. Par contre, on a un problème, on n'a pas de U. Alors je vous ai parlé qu'on a dit qu'il n'y a que 4 lettres, et là, on ne trouve pas le U. À la place, on a une lettre grecque qui s'appelle la lettre psi.
Pourquoi ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, il se trouve que c'est tout simplement parce que le corps humain est équipé d'un antivirus qui est malheureusement à jour, malheureusement pour le virus, heureusement pour nous. Et il se trouve que, de base, le corps humain rejette tout ce qui est étranger au corps. Et il se trouve qu'on a fait une découverte, c'est que si on met la lettre U dans l'ARN messager étranger, le corps dit non, ça vient pas de moi, ça m'intéresse pas. Il y a des chercheurs qui ont fait une découverte par contre il y a une dizaine d'années, ils ont remarqué que si on remplaçait la molécule de la lettre U par une molécule légèrement modifiée, qui a donc été ici notée psi, il se trouve que l'antivirus laisse complètement passer l'ARN. En revanche, la cellule humaine, elle, va interpréter ça exactement comme un U. Donc il faut retenir que dans ce code, à chaque fois que vous voyez la lettre psi, c'est la lettre U. Tout simplement. Ok, on va pouvoir attaquer du coup le fameux code source, qui est divisé en 6 parties. Et donc sans plus attendre, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans chaque partie de ce code source. Donc la première chose qu'on va voir dans ce code source, c'est ce qu'on appelle le cap ou la coiffe. C'est le tout début du code. Et il se trouve que c'est uniquement ces deux premières lettres, G et A, et ça ressemble un petit peu au shebang qu'on peut avoir dans un code Unix par exemple, qui permet de savoir que le code provient d'un système Unix et qu'il est prévu pour être exécuté sur un système Unix. Et bien c'est exactement la même chose avec le vaccin. Il se trouve que les lettres G et A permettent de savoir au corps humain que ce code provient bien d'un corps humain, même si là en l'occurrence c'est pas forcément le cas. Et donc ça permet de légitimer la provenance du code source, et donc de l'ARN, et d'éviter qu'il soit détruit avant de pouvoir directement servir. Donc ça, c'est la fonction de ce tout début de code. On attaque ensuite la deuxième partie, qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle la région 5' non traduite. Alors ça peut paraître effectivement un peu complexe à comprendre, mais en réalité, il se trouve que c'est non traduit tout simplement parce que ça ne fait pas encore partie de la protéine qu'on va produire juste après. C'est une section qui sert en fait tout simplement de métadonnées. Donc ça détermine la quantité de protéines qu'on va devoir produire, ça détermine également le moment où on va devoir produire la protéine. Et donc cette section de métadonnées dans le code source du vaccin de Pfizer, elle provient tout simplement d'une protéine qu'on appelle l'alpha-globine et qui est prévue pour être produite en très grande quantité et immédiatement. Et donc on a récupéré ce bout de code pour le mettre dans le code du vaccin, tout simplement pour produire un maximum de protéines spike au meilleur moment. Et donc on a récupéré ça effectivement d'un autre ARN. La section 5', elle a une autre utilité, elle sert également de zone d'assise pour notre ribosome lorsqu'il va commencer à produire la protéine. Donc vous avez ici en noir, vous voyez le brin d'ARN, et puis donc en jaune et en vert, donc le ribosome va venir s'asseoir et ensuite il va pouvoir commencer à produire la protéine. Et donc la zone où le ribosome s'assoit, c'est cette zone 5'. Donc il ne peut effectivement pas l'interpréter ensuite pour produire la protéine, mais il s'en sert pour s'installer. Ok, on va pouvoir continuer avec la section suivante, mais avant de continuer, je vous propose qu'on remplace toutes les lettres psi par des lettres U, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, ça fait la même chose, ce sera plus simple pour pouvoir comparer ensuite avec le code du virus. Donc à partir de maintenant, on va voir que des lettres U. Autre chose qu'on va faire, on va grouper désormais toutes les lettres par groupe de 3. Et je ne fais pas ça du tout par hasard, il se trouve qu'en informatique, on a un principe, on prend 8 bits et ça fait un octet. Et c'est comme ça que la plupart des processeurs, en tout cas dans le monde, fonctionnent. Ils processent en fait des groupes de 1 octet plutôt que de processer un bit par un bit. Donc on prend 8 bits, ça fait un octet. Et bien, dans le système de la vie, ça marche exactement pareil, sauf que on prend des groupes de 3, on prend 3 nucléotides, puisque donc chaque lettre s'appelle une nucléotide, et ça forme un codon. Et il se trouve que ce codon, il correspond à un acide aminé dans le corps, qu'on va donc produire, l'acide aminé qui fait partie de la protéine. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on a un tableau de correspondance qui existe, qu'on peut trouver sur Wikipédia. Le corps humain l'a appris par cœur, il ne va pas sur Wikipédia, je vous rassure. Mais effectivement, ce tableau de correspondance, on peut le trouver. Et donc imaginons qu'on ait un codon CAG, par exemple. C'est assez simple, on va regarder la ligne C, on va aller dans la colonne A, et puis on va aller chercher la ligne à droite G, et on va voir qu'on va produire l'acide aminé glutamine. Et donc grâce à ça, le corps il sait exactement quelle quel acide aminé mettre à quel moment pour produire la protéine. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir revenir à notre troisième partie de vaccin, la partie SIG, qui est en fait la partie signal. Il se trouve que cette partie-là, c'est tout simplement une étiquette d'expédition, donc on n'est pas encore dans la protéine, on va y arriver, je vous rassure. C'est une étiquette d'expédition pour savoir quoi faire de la protéine une fois qu'elle est produite. Où est-ce qu'on doit l'envoyer, à quoi elle va servir, exactement comme quand on met une étiquette d'expédition sur un colis Amazon pour savoir où est-ce qu'on doit l'envoyer. C'est le même principe, cette partie de code sert exactement à savoir où est-ce qu'on l'envoie. Et si on compare cette partie-là avec le code du virus d'origine, on se rend compte qu'il y a un problème parce que c'est pas exactement le même. Alors pourtant, nous on voudrait produire exactement la même protéine spike que celle du virus. Donc comment ça se fait qu'on n'utilise pas le même code? Vous allez voir qu'en fait, c'est peut-être pas exactement le même code, mais il fait exactement la même chose. Et je vais vous le prouver. Si on reprend notre tableau de correspondance d'avant et qu'on reprend notre code qu'on met juste en dessous, on peut prendre la première modification, par exemple, dans le vaccin, donc on a UUC. Et si on regarde UUC avec notre tableau de correspondance avec les mêmes techniques qu'avant, on va avoir donc U, la colonne U, et on va arriver dans la ligne U, et on voit qu'on produit un acide aminé qui s'appelle le phénylalanine.
Bon, c'est un nom un peu barbare, mais on n'a pas besoin de retenir, c'est pas ce qui est important. Si je prends par contre le code du virus, qui est UUU, ben je fais la même chose, je vais dans la ligne U, colonne U, et une nouvelle fois ligne U, et je produis toujours du phénylalanine. Et ça, c'est pas du tout du hasard. Il se trouve que vous avez en fait que 20 acides aminés, mais vous avez 4 lettres qui peuvent former des codons, et vous avez que 3 lettres dans un codon, ce qui fait que vous avez 64 possibilités de codons. Donc 64 possibilités de codons qui peuvent coder pour 20 acides aminés, ce qui fait que plusieurs codons codent pour le même acide aminé. Alors la question que vous allez me poser maintenant, probablement, c'est pourquoi on a changé certaines lettres alors qu'elles font exactement la même chose. Eh bien, il se trouve que les lettres C et G sont beaucoup plus facilement et plus efficacement converties en protéines que les lettres A et U. Donc c'est une amélioration par rapport au système de la vie, par rapport au virus qui avait créé lui-même son code. Eh bien, nous, artificiellement, on sait comment l'améliorer et donc on l'a fait. Et on a mis des lettres C et G pour produire encore plus efficacement une protéine spike pour maximiser vraiment la production. Donc c'est à ça que ça sert. Alors il y a quelques exceptions. On a un A par exemple qui a été transformé en U. On ne sait pas exactement pourquoi ça a été fait. En fait, il y a plusieurs explications qui peuvent rentrer en compte. Mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer là maintenant. Si vous voulez me poser la question après, je pourrais vous y répondre. Ok, on va attaquer la section principale de notre code source de virus, la fameuse protéine spike. Donc là, pareil, on va regarder nos différentes différences. Et on se rend compte que, pareil, on a quelques différences de nucléotides par-ci, par-là, qui vont globalement pas changer les acides aminés qui sont produits. En fait, ils vont pas le faire du tout, sauf à 2 endroits dans le vaccin. Et ces 2 endroits, c'est justement ici. Vous voyez qu'on a donc la protéine, l'acide aminé, pardon, K et V, qui sont transformés 2 fois en P. Et c'est pas du tout du hasard que ça a été fait à cet endroit-là et précisément comme ceci, tout simplement parce que donc, si on reprend ce qu'on veut faire, on veut faire une protéine spike qui est à gauche. Or, à droite, vous voyez que quand on produit une protéine, ça ressemble pas à grand-chose initialement, ça a tendance à se replier sur lui-même. Et c'est exactement là que l'acide aminé P va rentrer en compte. C'est tout simplement en fait du proline, et le proline, c'est un acide aminé qui a la particularité d'être tout à fait rigide. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir rigidifier la protéine pour lui faire prendre sa forme. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la protéine spike, nous, on va la produire seule. On ne va pas produire le corps du virus. Et donc, d'habitude, la protéine spike est accrochée sur un corps de virus. Chez nous, ce ne sera pas le cas. La protéine spike va se balader toute seule. Et donc, elle a tendance à se replier sur elle-même, à ressembler à rien. Donc, pour qu'elle garde sa forme d'origine, même si elle est attachée à rien, on rajoute ces deux acides aminés de proline. Et ça marche, ce qui est assez incroyable. On peut regarder ensuite la fin, le reste du code de la protéine en soi, c'est effectivement à peu près la même chose que le virus, avec quelques améliorations propriétaires de la part du fabricant. Mais il y a encore une petite modification à la fin qui est intéressante, c'est le code stop. Tout code de protéine doit terminer par un code stop pour que le ribosome sache quand est-ce qu'il faut arrêter de produire cette fameuse protéine. Et dans le virus, on voit qu'on a le code UAA, et dans le vaccin, on a le code UGA. Donc jusque-là, effectivement, ça produit grosso modo le même acide aminé stop. En revanche, dans le vaccin, on en a 2, tout simplement parce que comme on a fait un truc artificiel, on s'est dit on va le faire encore mieux là ici encore que la nature, et donc on a mis 2 codes stop pour propriéfier l'arrêt de la protéine tout simplement, mais finalement on produit la même chose, juste de manière plus fiable. Ensuite, on arrive dans la région qui s'appelle la région 3' non traduite. Donc, comme la 5' non traduite, c'est une région qui ne sert pas directement à fabriquer la protéine, mais qui sert pour améliorer la fiabilité de la protéine. Donc, j'ai surligné ici cette section-là. En revanche, on sait à peu près à quoi elle sert. On sait qu'elle améliore la fiabilité et elle influence vraiment la production de la protéine. En revanche, on n'a pas encore exactement compris comment manipuler cette section-là. Et donc, pour cette raison-là, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on a tout simplement pris une région 3' d'un autre ARN dont on sait qu'il fonctionne bien pour la production de protéines. Donc là, ici encore, on a simplement copié un bout d'ARN et on a collé ça dans le code du vaccin parce qu'on sait que ça marche. Et puis ensuite, le code se termine par la fin qui s'appelle polyaminé A. Et il se trouve que c'est donc une suite de lettres A, ce qui peut paraître assez amusant, mais il y a une raison toute simple à ça. Dans un système informatique, quand vous avez un fichier, généralement vous avez une extension, un .docs, un .exe, qui permet de savoir au système d'exploitation ce qu'il doit faire avec le code, enfin avec quel logiciel il doit l'ouvrir. Et en fait, on a un petit peu la même chose avec l'ARN messager. La lettre A permet de savoir au corps humain, ok, ça c'est un ARN messager que je vais devoir produire une protéine. C'est une sorte d'extension qu'on peut retrouver. Et donc, il faut absolument que notre ARN termine par A, sinon il n'est pas du tout interprété et le corps en fait détruit même complètement l'ARN. Mais l'ARN, il a un défaut, c'est qu'il est assez fragile et à chaque fois qu'il est utilisé par un ribosome, il est abîmé. Et on perd à chaque utilisation en fait des bouts de fin de code et donc des A. Et donc pour prolonger un maximum l'utilisation de l'ARN avant qu'il soit détruit par le corps, eh bien le fabricant Pfizer a décidé de rajouter un maximum de A. Alors ça, c'est encore un calcul savant qui a été effectué de manière propriétaire pour déterminer le nombre de A nécessaire. Mais en tout cas, effectivement, ils ont rajouté un maximum de A pour prolonger tout simplement la durée de vie, pour qu'il y ait toujours un A à la fin, même quand l'ARN commence à être abîmé.
Et donc voilà, si on reprend notre code, nos 6 parties, on se rend compte d'un truc assez troublant, c'est que finalement ça ressemble beaucoup à n'importe quel fichier informatique qu'on peut trouver, avec un start of file en tout début, avec une région qui peut servir, donc qui ressemble à de la métadonnée. On a une région signal qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans un code comme un header. On a la partie code qui donc contient la majorité de notre code. On a un footer qui termine, on n'a pas trop compris son fonctionnement pour l'instant, mais on sait qu'il est ultra important. Et puis on a un end of file à la toute fin qui donc forme la fin d'un fichier qui permet de fermer un fichier proprement. Donc c'est assez troublant, comme on voit qu'effectivement, un code de vaccin, qui est un truc de la vie, hein, on a dans nous, ce code-là finalement, fonctionne un peu de la même manière que le système informatique. Et c'est encore plus troublant quand on pense que les systèmes informatiques ont été inventés avant qu'on comprenne exactement comment fonctionne le corps humain. Et par hasard, on a fait finalement des choses qui sont assez semblables pour créer tout notre monde informatique aujourd'hui à celui du code de la vie. Donc voilà pour conclure cette conférence sur cette découverte du code du vaccin. J'espère que je n'aurai pas été trop complexe, que vous avez compris la majorité. Et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Encore une fois, je ne suis pas biologiste, mais je peux essayer d'y répondre avec grand plaisir. Alors oui, je crois qu'il y a une question là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un fait passer un micro du coup ou... Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais je voulais savoir combien de temps ça a pris à la recherche de comprendre tous ces mécanismes génétiques et ce genre de choses. C'est une vingtaine d'années en réalité. Hein. Effectivement, le vaccin ARN, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille dessus. La découverte, par exemple, de la lettre psi qu'on peut remplacer, ça date de 2005. Donc effectivement, c'est pas récent du tout. Il y a d'autres découvertes qui ont été faites en 2017, notamment sur les remplacements de lettres G et C pour l'amélioration de la qualité de la protéine. Donc toutes ces découvertes, effectivement, elles sont faites au fil du temps. Et donc le vaccin en lui-même, on dit souvent qu'il a été développé en quelques jours par les grands spécialistes grâce à une intelligence artificielle, mais c'est basé sur des recherches qui ont effectivement une vingtaine d'années en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'ayez pas peur, hein, au pire, si je ne sais pas y répondre, je ne sais pas y répondre, mais on peut toujours essayer d'y répondre. Alors sinon, j'ai une question dans le chat. Ouais. Et je pense que vous avez déjà répondu, mais on ne sait jamais. A-t-on une hypothèse relative à la proximité entre le fonctionnement informatique et celui du génome de la vie? Ça, c'est une première question. Ouais. Pour le coup, la proximité, c'est ce qu'on a démontré. Hein, effectivement, il y a effectivement une ressemblance. Je ne sais pas le sens de la question exactement, c'est de savoir quelle est cette proximité ou pourquoi il y a une proximité. Je pense un peu ça, ouais. C'est Okay. le lien entre l'informatique et la vie. Ouais, effectivement, on voit qu'il y a une vraie ressemblance. On a un système qui ressemble un peu au code binaire, sauf qu'on a 4 lettres. On a un système qui ressemble à un début de fichier, une fin de fichier avec des catégories dedans. Si on prend un fichier, par exemple un fichier JPEG tout classique, et qu'on va le déconstruire dans un format hexadécimal par exemple, on va retrouver un code qui ressemble de très loin, mais qui ressemble à un code de vaccin, avec donc des suites hexadécimales dedans, à la place des lettres A, U, G et C. Et on va retrouver par contre des sections qui sont vraiment propres à chaque fichier JPEG. Donc effectivement, on va retrouver un SOI au lieu d'un SOF, mais un start of file. On va retrouver un EOI, un end of file, un end of image, pardon. Et qui permet effectivement de déterminer que c'est le début, que c'est la fin. Et on a plein d'autres petites sections qui permettent de savoir comment on va devoir encoder notre image JPEG, dans quel sens et de quelle manière. Donc il y a effectivement des ressemblances avec un système informatique de ce point de vue-là. J'ai une autre question dans le chat, c'est pourquoi dans le cadre de la création de Protein Spike a-t-on changé la lettre U en A? Alors ouais, ça c'est une bonne question. Effectivement, alors c'est une amélioration propriétaire, mais il se trouve que effectivement, généralement, on veut mettre un maximum de C et de G. Mais si on commence à faire ça trop souvent, il se trouve que la protéine a tendance à coller presque. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais effectivement, la protéine est moins bien produite. Au bout d'un moment, elle perd en qualité si on met trop de C et de G. Et donc, c'est une amélioration propriétaire. Ils ont déterminé qu'à cet endroit-là, on n'allait pas rajouter de C ou de G, mais qu'on allait mettre à la place une autre lettre. Si ça vous amuse, ce code source est d'ailleurs disponible, donc si vous voulez essayer de le reproduire, pour essayer de reproduire un code qui ressemblerait à celui de Pfizer, vous pouvez vous y amuser, essayer d'avoir une correspondance maximale, mais il ne suffit pas effectivement de remplacer tous les C et les G pour avoir un vaccin qui ressemble à celui du virus avec une amélioration des protéines. Il y a plein d'autres petites améliorations qui rentrent en compte. Ouais, il y a une question, je crois, dans la salle.
Est-ce que vous pensez que les avancées sur le pliage des protéines va généraliser l'utilisation de vaccins ARN comme ça? Bah, probablement. Après, encore une fois, là, pour le coup, je ne travaille pas dans l'industrie pharmaceutique, mais on imagine évidemment que les recherches qui ont été faites vont continuer à progresser. Et oui, très clairement, d'autres vaccins vont émerger. Il y a déjà des recherches qui ont commencé il y a plusieurs années, mais qui accélèrent maintenant grâce à la popularisation de types de vaccins ARN, parce qu'on a un peu moins peur de ce système de vaccins maintenant qui a été testé à très grande échelle. Donc il y a des virus, par exemple, contre le VIH, des vaccins contre le VIH qui ont été testés et qui sont plus ou moins concluants pour le moment. Donc clairement, on va développer de plus en plus de vaccins dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a encore une question dans la salle là-bas, ouais. Attends, on va juste avoir le micro, comme ça, tout le monde entend. Merci. Moi, du coup, j'avais une question, c'est est-ce que le vaccin Moderna agit de la même manière que le Pfizer? Ouais, il fait exactement c'est le même principe. Alors, en réalité, pourquoi j'ai appelé cette conférence Pfizer-BioNTech? Bon, c'est déjà pour que ce soit un peu plus attirant que vaccin ARN, mais c'est surtout parce que quand j'ai commencé à rédiger cette conférence, on n'avait pas encore tout le détail du code source de Moderna, et donc c'est appelé comme ça. Mais effectivement, le principe est le même. Le code n'est pas le même, hein. Le code est légèrement différent. Il y a d'autres améliorations propriétaires dedans. D'ailleurs, le code de Moderna est un peu plus long, mais grosso modo, ça fait effectivement la même chose. C'est le même principe. On injecte effectivement un plan de génome dans le corps humain pour apprendre au corps humain à produire une protéine spike. Encore une question là-bas, je crois. Mais du coup, le brevet de Pfizer, il est sur le code source ou c'est sur autre chose? Non, alors je pense qu'il est sur la technologie, effectivement. Le code source, alors ça, pour le coup, je ne saurais pas te répondre en fait. Mais le brevet, à mon avis, sur l'ensemble de ce qu'il y a dans le vaccin, c'est-à-dire, parce que là, on parle uniquement du code source, donc du génome, enfin de l'ARN messager. Le vaccin, il y a encore d'autres choses dedans. Il y a notamment des liquides qui permettent d'amener ce fameux code source à la cellule. Et donc le brevet est probablement en fait sur l'ensemble de ce qui compose le vaccin. Sinon, j'ai encore une question dans le chat. Oui. Comment les lettres sont-elles assemblées pour fabriquer le code? Alors, il se trouve qu'on a, alors je n'ai pas d'image ici à vous montrer, mais il existe des imprimantes à ARN, tout simplement. On peut imprimer des ARN grâce à une imprimante assez classique. Vous pouvez même acheter, ça coûte 15 000 €, donc bon, c'est un peu cher si vous n'avez pas d'utilité, mais ça s'achète, c'est accessible au grand public. Et vous pouvez en fait créer vos ARN vous-même. Sinon, vous pouvez également commander vos ARN dans un laboratoire qui les imprime et qui vous les envoie chez vous. Donc ça se fait en fait tout simplement avec une sorte d'imprimante. On imprime un ARN et ensuite on peut l'intégrer. Alors c'est tout petit, hein, ça ne sort pas sur une feuille de papier. Mais on sait le faire aujourd'hui, c'est assez magique. Voilà, je crois qu'on est assez limité en termes de temps restant, si j'ai bien suivi. Donc, sauf s'il y a une toute dernière question, je vous remercie. Il y a une toute dernière question, ouais. C'est au niveau des cellules qui sont visées par le vaccin. Ouais. Est-ce qu'il y a des cellules en particulier ou est-ce que ça peut n'importe quelle cellule? Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Alors, je vais reposer la question pour le live stream. Est-ce qu'il y a des cellules en particulier qui sont visées par le vaccin? Je ne sais pas te répondre. Voilà, c'est vite vu. Ok, super, je pense qu'on va pas prendre de questions en plus, parce que de toute façon on n'a plus le temps. Merci beaucoup, et puis bonne continuation.